Bienvenue sur Détectives éternels, où chaque murmure cache un secret. Ce soir, sous la lueur argentée qui règne au-dessus de Mistletoe Hall, une tragédie éclate sous la neige qui tombe, faisant hurler les esprits. Quelle vérité se cache derrière cette fenêtre éclairée par la lune? Servez-vous une boisson chaude et que le mystère commence. La veille du bazar de charité, St. Mary Mead baignait dans un pâle clair de lune, de ceux qui transforment chaque haie en un ruban d'argent. Du jardin du presbytère parvenait le léger cliquetis des tasses à thé et le murmure discret des conversations, presque imperceptible face au souffle du vent qui s'agitait dans les lilas, tel un secret incertain. À l'intérieur, Madame Bantry préparait la table de la tombola avec un enthousiasme à peine tempéré par la certitude que son gâteau, comme toujours, serait surpassé par celui de Madame Price Ridley. C'était l'une de ces soirées qui semblaient s'achever paisiblement. Et pourtant, comme un rideau qui s'agite avant qu'une porte ne s'ouvre, quelque chose vacilla dans l'air. Était-ce l'horloge du bureau du vicaire qui hésitait entre deux tic-tac, ou le léger bruissement venant du couloir qui fit lever les yeux à Miss Marple de son tricot? Assise dans son coin habituel, ses cheveux blancs auréolés par la lumière de la lampe, elle observait les ombres jouer sur le tapis à motifs, comme si elles aussi avaient des secrets à murmurer. « J'espère vraiment, » dit soudain Madame Bantry, « que le major n'oubliera pas d'aller chercher les lanternes. Il ne faudrait pas que les gradins soient plongés dans l'obscurité en plein concert. » Le vicaire sourit avec cette patience douce propre aux hommes mariés depuis longtemps à des comités. Il a promis d'arriver tôt. Je crois qu'il amène un invité, un certain colonel Hastings. À la retraite, bien sûr. Un léger murmure parcourt la table. Les invités à St. Mary Mead étaient comme des oiseaux exotiques, rares et immédiatement catalogués. Miss Marple, ses aiguilles cliquetant doucement, ne dit rien. Elle avait jadis connu le colonel Hastings dans le Devon, un homme très consciencieux et d'une nature un peu trop confiante, mais certainement pas celui-ci. « D'après ce que j'ai entendu, » murmura Madame Price Ridley en pliant sa serviette avec une précision superflue. « La visite du colonel n'est pas tout à fait amicale. Il y a quelque chose à voir avec cette propriété, Mistletoe Hall, n'est-ce pas? La demeure de la pauvre Lady Greaves. »« Pauvre Lady Greaves !» s'exclama Madame Bantry avec délectation. « Décédée juste après Noël, n'est-ce pas? Des problèmes cardiaques, paraît-il. »« Des problèmes cardiaques, » répéta Madame Price Ridley, laissant la phrase flotter délicatement dans l'air comme un parfum. Le regard de Miss Marple se porta sur la fenêtre. Mistletoe Hall se dressait au-delà de la crête, ses cheminées se détachant faiblement sur le clair de lune. Elle se souvint vaguement de Lady Greaves, une femme aux œuvres de charité admirables et aux amis malheureux. Le manoir était fermé depuis sa mort, et pourtant, certaines nuits, on disait que des lumières vacillaient dans l'aile ouest. Les gens sensés accusent les gardiens, les moins sensés parlèrent de dettes impayées, de chuchotements dans la galerie. La conversation reprit sur le bazar, le prix des caramels et le choix des hymnes. Mais une certaine tension persistait après cette pause. Lorsque les invités commencèrent à partir, l'air extérieur s'était assailli. La lune montait dans le ciel, blanchissant la route qui serpentait vers Mistletoe Lane. En s'aventurant dans le froid, Miss Marple ressent ce petit frisson étrange qui vous saisit lorsque le jour ordinaire s'apprête à basculer. Elle se dit que ce n'était que l'air de la nuit, même si son cœur, dans son silence habituel, savait la vérité. Au coin de la rue, près du portail, elle entendit des pas. Ceux du major, sans aucun doute, mais ils étaient rapides, déterminés, par le pas tranquille d'un homme faisant des courses. Et lorsqu'elle se retourna, elle ne vit que le mouvement du portail et un gant blanc solitaire gisant dans la poussière. Au matin, on ne parlerait plus dans le village de lanternes ou de gâteaux éponges, mais du corps retrouvé près de la haie,
sur la route de Mistletoe Hall, sous ce même clair de lune qui, quelques heures plus tôt, avait paru si innocent. Le premier murmure d'inquiétude parvint avec le passage du chariot à lait qui remontait la ruelle en grinçant au petit matin. Madame Bartlett, la servante du presbytère, était sortie chercher les bouteilles lorsqu'elle aperçut le groupe d'hommes près de la haie, 2 gendarmes, le major et le docteur Haydock penchés sur quelque chose qui rendit l'air soudainement plus raréfié. Lorsque Miss Marple apparut au portail, encore enveloppée dans son châle et chaussée de ses pantoufles, la cloche de l'église sonnait 7 heures, un son qui portait étrangement à travers la brume. Ce n'était pas tous les matins que St. Mary Mead se réveillait face à une tragédie, mais le village, typiquement anglais, traitait ces événements avec autant de dignité que de curiosité. Le corps avait déjà été transporté au presbytère à son arrivée sur l'insistance du major, par pudeur, et la ruelle était bouclée par une corde qui pendait dans l'air humide. Personne ne semblait capable de prononcer le nom à voix haute, bien que les murmures laissaient déjà entendre qu'il s'agissait d'un étranger, un homme qui n'était pas du village. Le docteur Haydock, d'un ton sec mais non désagréable, leva les yeux lorsque Miss Marple s'arrêta près du portail. « Mieux vaut rester en arrière, Miss Marple. Ce n'est pas joli à voir. » Elle inclina légèrement la tête. Rares sont les choses qui le sont, lorsqu'on les regarde de près. Le major, son chapeau de tweed écrasé dans une main, se retourna nerveusement. Il le trouva à une vingtaine de mètres de la haie. Pas de papier. Juste le gant de la dame aux gants, à côté de lui. Une balle en plein cœur. « Coup de feu !» répéta Miss Marple à voix basse. Le mot semblait trop violent pour l'endroit. Il planait dans la fraîcheur du matin comme l'écho d'un événement étranger. À 8 heures, les ragots allaient bon train. Chez l'épicier, Madame Price Ridley confiait à qui voulait l'entendre avoir aperçu une faible lueur à Mistletoe Hall la nuit précédente, comme si quelqu'un cherchait. Madame Bantry, moins prudente, annonça que le major avait finalement reconnu le défunt. Un lien avec le neveu de Lady Greaves, j'imagine. Une question d'héritage, peut-être. Ces choses-là ne sont jamais vraiment simples. Lors de sa promenade matinale, Miss Marple percevait des bribes de ces conversations comme des pétales flottant sur l'eau. Elle ne les encourageait ni ne les démentait, mais elle remarquait, comme toujours, qui semblait le plus déterminé à les répandre. La peur se propageait plus vite que les faits. À la poste, mademoiselle Hartnell tirait déjà des conclusions hâtives. « Croyez-moi, c'est cet étranger. Il prétend être venu s'occuper des lieux depuis l'époque où il travaillait pour les pompes funèbres. Je me méfie toujours des gens qui arrivent avec des références illisibles. » Miss Marple esquissa un sourire. « Et pourtant, chère Miss Hartnell, la plupart d'entre nous restent des mystères, même pour ceux qui nous connaissent depuis le plus longtemps. » Elle poursuit sa route vers le manoir. La brume se dissipait, dévoilant la longue allée où le gravier scintillait comme s'il venait d'être remué. La maison elle-même se dressait, sobre et immobile, ses hautes fenêtres aveuglées par la lumière matinale. Sur les marches, une jeune femme en manteau noir s'entretenait avec l'inspecteur Craddock Toll, l'air pensif, visiblement agacé par les chuchotements de la foule au-delà du portail. Miss Marple reconnut immédiatement la femme Alice Greaves, la nièce de feu Lady Greaves. Une jeune fille sensée, aurait-on pu penser, quoique peut-être un peu trop pâle, un peu trop réservée. « Je t'ai tout dit, » dit-elle. « J'étais au manoir toute la soirée, à trier les papiers de ma tante. Les domestiques étaient bas couchés. Je n'ai rien entendu. » Craddock hocha la tête, l'expression indéchiffrable. « Et pourtant, quelqu'un a été abattu sur la route, juste en contrebas de votre allée. Vous n'avez rien entendu? Ni voiture, ni pas? Rien. Peut-être que j'ai le sommeil lourd. » Son ton était calme, mais ses doigts la trahirent, sans mêle dans ses gants. Miss Marple remarqua le détail avec délicatesse,
comme elle remarqua une maille à moitié lâchée. Plus tard, lorsque Craddock se tourna vers elle avec un sourire forcé, elle le rendit avec une douce amusement. « Ah, Miss Marple, vous apparaissez toujours quand on s'y attend le moins. J'aime beaucoup me promener à l'aube, inspecteur. Si peu de gens font semblant à cette heure-là. » Il soupira. « J'espérais plutôt que St. Mary Mead puisse passer une semaine tranquille. Mais vous avez sans doute déjà votre propre opinion. » « Oh non, pas du tout. Seulement voilà, cette paix, comme un pudding, est parfois gâchée par ce qu'on y mélange. » Il rit malgré lui. Puis son regard se porta sur le gant posé à présent sur le bureau, à l'intérieur d'un fin chevreau blanc, brodé au poignet d'un fil d'argent à peine visible. Miss Marple suivit son regard. « Un gant de dame, » dit-elle doucement. « Bien souvent, les choses que nous laissons tomber en disent plus long que celles que nous conservons. » La remarque passa inaperçue, noyée dans le brouhaha des hommes et des questions. Mais sur le chemin du retour, la phrase lui trottait dans la tête le gant, le silence de Mistletoe Hall et l'immobilité d'une femme qui dormait trop profondément tandis qu'un homme mourait à sa porte. Lorsque l'horloge de l'église sonna 9 heures, son rythme fut étrangement hésitant, comme si elle ne savait quelle heure annoncer. Et dans cette légère hésitation, Miss Marple sentit les premiers signes d'un véritable malaise parcourir le village. Le calme commençant à s'agiter comme un rideau sous un courant d'air que personne n'osait encore avouer ressentir. En milieu de matinée, la brume s'était dissipée, laissant les ruelles dégagées et lumineuses, mais cette clarté ne faisait qu'accentuer l'atmosphère d'inquiétude qui régnait dans le village. Des fenêtres s'ouvraient discrètement, des rideaux s'agitaient, la curiosité dissimulant à peine une certaine préoccupation. Les commérages, qui avaient commencé à chuchoter, se propagent désormais en circuit régulier le long de la grande rue, passant devant l'épicier pour finalement revenir au presbytère, où l'inspecteur Craddock avait temporairement pris ses fonctions. Miss Marple, depuis la fenêtre de son salon, observait la scène avec une attention silencieuse. Le soleil caressait doucement ses géraniums, la bouilloire sifflait avec une ponctualité irréprochable, et pourtant, une légère dissonance planait, comme si une note avait été légèrement jouée. Sa visiteuse, Madame Bantry, entra sans attendre qu'on l'appelle, le visage rouge d'excitation et d'une certaine importance qu'elle s'accordait. « Ma chère, c'est une chose épouvantable, » déclara-t-elle en s'affaissant dans le fauteuil, comme épuisée par sa compassion. On dit que cet homme était une sorte de messager, chargé de documents, en provenance de Londres. Et dire qu'il gisait là, pratiquement à notre porte. Le colonel Hastings, vous savez, jurait avoir entendu un coup de feu, mais il a cru que c'était un des braconniers près du bosquet. Miss Marple sert le thé avec sa sérénité habituelle. On accuse souvent les braconniers de choses que d'autres préfèrent ne pas expliquer. Madame Bantry se pencha en avant avec empressement. « Voulez-vous dire que le colonel ment ? Pas nécessairement. Simplement que la mémoire est une servante très attentionnée, elle tend à effacer ce que nous ne voulons pas remarquer. » Sur ces mots, Madame Bantry cligna des yeux, hésitante. Elle changea brusquement de sujet, comme on le fait souvent quand la vérité devient gênante. « Je trouve tout de même étrange que Mademoiselle Greaves n'ait rien entendu. Je l'ai toujours crue la plus attentive des jeunes filles. Bien sûr, on ne sait jamais avec ces nièces modernes, certaines dorment comme des souches. » Les aiguilles de Miss Marple claquent doucement. « Le sommeil n'est pas toujours signe de paix, chère Dolly. Parfois, ce n'est qu'une façon détournée d'éviter le problème. » Dehors, le bruit d'un moteur annonça l'arrivée de la voiture de Craddock. Madame Bantry se leva aussitôt, ravie à l'idée d'avoir des nouvelles. Mais Miss Marple demeura immobile, le regard fixé sur un rayon de soleil qui caressait le cadre argenté de sa cheminée. À l'intérieur, une photographie jaunie de la garden party de l'Institut des femmes. Des visages souriants, des robes impeccables, une collection de masques trop polis pour reconnaître leur propre rôle.
Lorsqu'elle arriva enfin au presbytère, Craddock se tenait dans le bureau, près du gant, désormais soigneusement scellé dans une enveloppe. Les analyses balistiques confirment qu'il s'agissait d'un pistolet, lui dit-il sans préambule. À bout portant, nous avons identifié l'homme Arthur Lasset, clerc de notaire londonien. Il est arrivé par le train de l'après-midi. On ignore encore pourquoi. Miss Marple inclina la tête, pensive. Les clercs d'avocats voyagent rarement sans raison particulière. Ils transportent plus souvent les secrets des autres que les leurs. Craddock esquissa un sourire sinistre. Et vous croyez que l'un de ces secrets a arrêté son cœur? Peut-être. Ou peut-être s'agissait-il d'un emprunt imprudent qu'il avait fait à son propre compte. L'inspecteur l'observa, comme s'il pesait le pour et le contre. Il y en a plus. Le testament de Lady Greaves n'a jamais été déposé. On disait qu'il était entre les mains de son notaire à Londres, mais apparemment, celui-ci avait dépêché un employé pour aller chercher un document complémentaire. Lasset, très probablement. Un codicille, murmura Miss Marple, une chose si insignifiante et pourtant capable de bouleverser des familles. Il acquiesça. Exactement. Nous avons trouvé des fragments de papier près du corps déchiré, portant l'entête du Hall. Et mademoiselle Greaves insiste sur le fait qu'elle n'en sait rien. Miss Marple esquissa un sourire. Souvent, on ne sait rien jusqu'à ce que cela nous arrange. À son départ, le village retrouva un calme presque théâtral. Les enfants jouaient près de l'herbe. Madame Bartlett étendait le linge, comme si la découverte du matin n'était qu'une simple averse passagère. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, un malaise grandissait. On lavait les apparences avec une ferveur inhabituelle, signe, d'après l'expérience de Miss Marple, qu'une culpabilité d'une nature quelconque s'était déjà installée parmi eux, cherchant à se dissimuler. Plus tard dans l'après-midi, elle se dirigea vers Mistletoe Hall, sous prétexte d'admirer les crocus. Les grandes grilles de fer étaient fermées, mais à travers elles, elle aperçut Alice Greaves près de la fontaine, en pleine conversation avec le colonel Hastings. Leur voix parvenait faiblement, mais le ton était clair, tendu, précipité, sur la défensive. « Vous vous trompez complètement », disait la jeune fille. « Il n'y a rien ici qui concerne la police. » La réponse d'Hastings fut basse, indistincte, mais son geste, une main levée en signe d'apaisement, l'autre tenant un petit paquet, suffisait à suggérer une tension palpable. Un instant plus tard, Alice se retourna brusquement vers la maison, le laissant seul près de la fontaine. L'eau, ternie par la mousse et le temps, reflétait la lumière en fragments tremblants, comme une vérité entrevue à travers du verre brisé. Miss Marple s'attarda un instant de plus, invisible derrière la haie d'if. Elle n'entendit pas ce que le colonel murmura ensuite, mais elle le vit déballer le paquet, en contempler le contenu, puis, après un moment d'hésitation, le glisser rapidement dans sa poche. C'était un mouvement si infime qu'il aurait pu passer inaperçu aux yeux de n'importe qui d'autre. Pourtant, pour Miss Marple, dont tout l'art consistait à s'intéresser aux détails insignifiants, ce n'était qu'un léger murmure annonciateur de la tempête qui s'annonçait. Le léger bruissement de la haie d'if s'apaisa lorsque le colonel Hastings se détourna de la fontaine. Son visage, impassible mais étrangement absent, semblait perdu dans ses pensées, comme si elles s'étaient trop éloignées pour qu'il puisse y revenir aisément. Miss Marple, sa silhouette menue presque invisible dans le feuillage, le regarda descendre l'allée avec l'efficacité vive d'un homme habitué à l'ordre. Mais une certaine raideur se lisait dans ses épaules, une gêne morale laissait transparaître une inquiétude sous-jacente. Lorsqu'elle atteignit de nouveau le chemin, l'horloge du village sonnait 4 heures. Le rythme de la journée avait repris son cours. Avec une détermination tranquille, les vélos vrombissaient, la camionnette du boucher laissait de légères traces de sciure, et à la fenêtre de la poste, mademoiselle Hartnell rangeait des enveloppes comme si cela pouvait remettre le monde en ordre. Pourtant,
Même dans cette chorégraphie ordinaire, la suspicion commençait à s'installer, telle une poussière. À l'heure du thé, le nom du colonel était déjà sur toutes les lèvres. Madame Price Ridley, forte de son habituel sens de la justice, déclara que c'était un homme au secret bien gardé, ce qui transparaissait dans son regard. Madame Bantry rétorqua que les soldats étaient entraînés à avoir l'air grave et que le secret faisait simplement partie de leur charme. Miss Marple, assise à sa place au presbytère, remuait sa tasse en silence, plongée dans ses pensées, la cuillère tapotant doucement comme une horloge, marquant son hésitation. Cradock arrive peu après 6 heures, un dossier sous le bras et une expression interrogative. C'est le seul dont les allées et venues sont un peu étranges, dit-il sans préambule. Hastings prétend qu'il revenait de chez les Greaves, après avoir discuté des préparatifs du bazar. Mais personne ne l'y a vu avant minuit. Quant à l'arme, c'était un pistolet de calibre .45, l'arme de service réglementaire. Il en possédait un, bien sûr, même s'il affirme l'avoir égaré. Le vicaire fronça les sourcils. Égaré? Un revolver? Le sourire de Cradock était crispé. Les hommes comme Hastings ne perdent pas leurs armes. Ils s'en débarrassent. Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais son esprit s'anime. Il y a une différence entre se débarrasser de quelque chose et le cacher, inspecteur. L'un suggère la culpabilité, l'autre la gêne. Et la gêne, j'ai souvent constaté, est la plus anglaise des deux. Son ton fit hésiter Cradock. Il avait appris à ne pas prendre à la légère de telles remarques, même formulées avec douceur. « Vous croyez qu'il cache autre chose ?»« Je pense, répondit-elle, que les hommes bien disent souvent des vérités partielles pour protéger leurs mauvais choix, généralement pas les leurs. » Au crépuscule, le colonel fut conduit au presbytère pour être interrogé. La lumière des lampes, concentrée autour de lui, accentue la sévérité de ses traits. Il se tenait immobile, chapeau à la main. Et lorsque Cradock commença ses questions mesurées, il répondit à chacune avec une précision laconique. Oui, il connaissait Lady Greaves. Non, il n'avait pas correspondu avec son avocat. Oui, il s'était rendu près du manoir ce soir-là, mais seulement pour s'assurer que les grilles étaient bien fermées après avoir entendu des rumeurs d'intrusion. Tout cela était parfaitement plausible. Trop plausible. Miss Marple, assise tranquillement près du feu, remarqua le tremblement qui traversa son visage seulement lorsqu'on mentionna le gant. « Un gant de dame, dites-vous » répéta-t-il d'un ton soigneusement neutre. Je n'ai aucune idée à qui il pourrait appartenir. Mais son regard ne s'était pas porté sur l'épreuve, mais sur sa propre main, où une légère trace de fil argenté scintillait contre sa manchette. Elle avait disparu l'instant d'après, effacée d'un geste machinal et distrait. L'interview terminée, Cradock laissa échapper un soupir bruyant. Il cache quelque chose. Meurtre ou orgueil? Impossible à dire pour l'instant. Miss Marple se leva en lissant sa jupe. L'orgueil peut être fatal, inspectrice, même si ce n'est pas toujours comme on l'imagine. Les hommes de bonne réputation détestent les scandales, même les plus innocents. Ce soir-là, les lampadaires bordant la pelouse s'allumèrent un à un, comme hésitant à briller pleinement. Le village exhala un soupir partagé entre un malaise et une fascination mêlée d'inquiétude. L'histoire avait pris forme, un point d'ancrage à sa curiosité insatiable, le colonel, fier, solitaire, avec son revolver de service et ses silences. Le reste n'était que conjecture, et à Saint Mary Mead, les conjectures étaient aussi nombreuses que la pluie. Dans son cottage, Miss Marple prépara un souper simple, qu'elle goûte à peine. Ses pensées vagabondèrent vers la fontaine de Mistletoe Hall, vers le reflet de l'eau captant les derniers rayons du soleil. Symbole de sérénité, et pourtant sa surface avait frémi lorsque Hastings s'était penché dessus, comme troublé par plus que le vent.
Les apparences, songea elle, étaient comme des reflets beaux, jusqu'à ce qu'on les touche, puis irrémédiablement déformés. Plus tard, elle pénétra dans le jardin, où l'air nocturne embaumait légèrement la terre et les roses. Au loin, un chien aboya, suivi de l'écho de pas sur le gravier trop délibéré, trop prudent pour être anodin. Elle tourna la tête vers la route, mais ne vit rien. Seulement le faible éclat de la lune, se reflétant sur une voiture garée près du portail. Dans sa faible lueur, elle crut apercevoir une main se retirer rapidement de la vitre, comme si elle avait conscience d'être vue. Le léger mouvement à la fenêtre persista longtemps dans l'esprit de Miss Marple, même après que le bruit se soit dissipé. La nuit était empreinte de ce calme trompeur, si particulier aux villages anglais, où même le vent semble s'arrêter et écouter. Elle attendit encore un instant près du portail du jardin, la main posée sur le loquet, puis rentra avec la précision sereine de celle qui fait confiance à l'obscurité pour révéler son sens au grand jour. Le matin était frais et pâle, l'air purifié par une fine gelée. À l'orée du pré, la voiture du major était garée près du presbytère. Craddock, chapeau baissé, se tenait à côté, en pleine conversation avec le sergent Lake. Quelques villageois s'attardaient, à distance polie, feignant de consulter le panneau d'affichage de l'église tout en tendant l'oreille pour entendre leur conversation. Miss Marple, soigneusement enveloppée dans un châle gris, traversa la route en leur direction, faisant un signe de tête à Madame Price Ridley, qui s'efforçait d'afficher un air affligé. Craddock la salua d'un léger sourire résigné. « Vous êtes omniprésente dans cette affaire, mademoiselle Marple. C'est moins compliqué qu'on ne le croit, » répondit-elle d'un ton doux. « Il suffit de suivre sa curiosité. » L'inspecteur lui tendit une feuille pliée. « Nous avons trouvé quelque chose d'étrange. Près du chemin latéral du manoir, enfoui sous les feuilles. On dirait un fragment de parchemin, mais ce n'est pas le codicille manquant. Une sorte de note, peut-être. » Miss Marple ajusta ses lunettes. Le morceau de tissu était légèrement parfumé, comme s'il avait appartenu à une dame. L'écriture étroite, élégante, indubitablement féminine, ne contenait que 3 mots clairs de lune sur la vérité. « Poétique », murmura-t-elle, « et plutôt gênant pour les détectives, j'imagine. » Craddock laissa échapper un petit rire. « Vous pensez que c'est pertinent ? D'après mon expérience, inspecteur, on ne laisse jamais des choses aussi soigneusement exposées à la vue de tous. » Vers midi, la conversation avait de nouveau porté sur Mistletoe Hall. 2 domestiques et un jardinier âgé avaient été interrogés, chacun avouant son ignorance avec une anxiété plus ou moins marquée. Alice Greaves, pâle mais sereine, insista pour aider à la recherche de documents dans le bureau de sa tante. Miss Marple, avec une délicate insistance, fut autorisée à se joindre à elle pour la soutenir moralement. Le bureau exhalait une légère odeur de lavande et de vieux papier. Une unique fenêtre laissait filtrer une pâle lumière à travers des rideaux de dentelle, et sur le bureau trônait une carafe en cristal à moitié remplie d'eau, son bouchon scintillant comme du givre. Le regard de Miss Marple parcourut lentement la pièce, s'attardant sur de petites irrégularités. D'autres n'auraient peut-être pas remarqué une chaise légèrement de travers, la légère empreinte d'un objet autrefois posé sous le buvard, et une figurine en porcelaine discrètement tournée vers le mur. Alice travaille tranquillement à côté d'elle, triant des enveloppes. « J'ai tout dit à l'inspecteur Craddock, » dit-elle d'une voix posée. Les affaires de ma tante étaient simples. Des œuvres caritatives, des placements locaux, rien de plus. Cette intrusion est intolérable. La réponse de Miss Marple était presque inaudible. La mort, ma chère, visite rarement sans perturber les fondements de la vérité. La jeune femme leva brusquement les yeux, son sang-froid se brisant un instant. Vous laissez entendre que quelque chose ici est faux. Pas faux, peut-être simplement réorganisé.
Leurs regards se croisèrent un instant. Puis Alice se retourna vers ses papiers, un mouvement trop rapide, trop défensif. À cet instant, le regard de Miss Marple se porta sur la cheminée, où un petit cadre doré retenait une photographie de Lady Greaves dans son jardin, souriante aux côtés du colonel Hastings, plus jeune et bien moins accablé. Un visage familier. La même fontaine scintillait faiblement en arrière-plan, sa vasque à demi dans l'ombre. Quelque chose dans l'alignement de l'image, la façon dont la lumière frappait l'eau, faisait écho à la phrase inscrite sur le parchemin clair de lune sur la vérité. Elle s'est approchée. Une jolie photo. Vous deviez beaucoup aimer votre tante. Alice hésita. Elle était parfois difficile, généreuse, mais fière. Elle aimait que les choses se fassent à sa façon. « Ah !» dit doucement Miss Marple. Et peut-être que d'autres préféraient ne pas la décevoir. La jeune fille n'a rien dit. Plus tard, lorsque Craddock revint chercher Miss Marple, la carafe avait été vidée et le fragment de parchemin soigneusement scellé comme pièce à conviction. Il parlait déjà de mandat et de revolver, de mobiles réduits à de simples déclarations. Pourtant, elle percevait, sous le langage officiel, une légère incertitude, la musique d'un homme qui résout une mélodie tandis qu'une autre se joue en sourdine. Alors qu'elle sortait dans le jardin, le soleil de l'après-midi illumina brièvement la fontaine. Un reflet lumineux parcourut l'eau, s'attardant sur un petit objet reposant dans l'ombre du bassin, un bouton d'argent, lisse et brillant, pas plus gros qu'une pièce de monnaie. Miss Marple se pencha avec grâce et le ramassa sur la pierre humide. Craddock haussa un sourcil. Un bouton ? Peut-être. Ou un rappel que la vérité, comme les vêtements, se défait point par point. Elle retourna le bouton dans sa paume. Au dos se trouvait une minuscule gravure, une encre entrelacée de lierre, du genre de celle qu'on trouvait sur certains uniformes depuis longtemps, retirés du marché mais jamais oubliés. Lorsqu'elle releva les yeux, son regard suivit la route qui menait vers l'espace vert. Au loin, on distinguait la silhouette du major près de sa voiture, la tête baissée, les mains jointes derrière le dos, immobile et seul, comme un homme attendant quelque chose qu'il craignait déjà arriver. La vue du major près de sa voiture conférait à la scène une étrange quiétude, comme si le temps lui-même s'était suspendu pour écouter. Il ne remarqua pas Miss Marple et l'inspecteur Craddock s'approcha avant que son doux salut ne vienne rompre le silence. Le bouton d'argent reposait délicatement dans sa main gantée, sa surface captant la lumière avec une insistance silencieuse. Le commandant sursauta légèrement. Il y a encore eu une mauvaise surprise. Son ton était empreint de la fragilité et de la bonne humeur d'un homme qui feint que les nouvelles ne le troublent jamais. « Ce n'est rien, » dit Miss Marple, « mais les choses insignifiantes sont rarement sans importance. Vous l'avez toujours dit vous-même, Major. » Craddock l'observait attentivement. « Vous reconnaissez cela, peut-être ?» Le commandant se pencha en avant, scrutant la gravure. Ses sourcils se froncèrent. « Un bouton de la marine, » dit-il après un moment. « Un vieux bouton d'uniforme, le mien jadis. Perdu depuis des lustres, j'imagine. » Vraiment. La voix de Miss Marple était parfaitement douce. On perd toujours des choses au pire moment. Il laissa échapper un rire sec. Vous ne croyez pas que cela signifie que j'ai noyé une pauvre âme dans cette fontaine, n'est-ce pas? Non, Major, dit-elle doucement. La noyade laisse trop peu de traces. Une lueur passe dans son regard amusé, peut-être, ou prudence. Il se retourna brusquement, comme si la conversation avait atteint ses limites. « Si vous m'excusez, inspecteur, je dois m'occuper des lanternes pour le bazar. Le spectacle doit continuer, n'est-ce pas ?» Craddock le laissa partir, mais sa mâchoire se crispa. Il était nerveux. Encore une fois, la culpabilité ou l'orgueil, Miss Marple. Peu importe, qui empêche les Anglais de dire la vérité. « Parfois, » répondit-elle, « c'est la même chose. » Ils retournèrent vers l'espace vert.
Des villageois croisèrent tôt leur chemin, chacun portant sa version de l'histoire, comme un précieux héritage qu'on astique avec soin pour la raconter encore et encore. À St. Mary Mead, l'art du commérage avait la rigueur de la religion et la vitalité du théâtre. Chaque détail comptait, vrai ou faux. Au presbytère, Madame Bantry s'adressait à un petit auditoire captivé, évoquant le gant, le codicille et l'éclat étrange dans les yeux du colonel. Mademoiselle Hartnell ajouta qu'Alice Greaves avait été vue en visite chez le colonel la semaine précédente. L'allusion était trop tentante pour y résister. Miss Marple s'arrêta sur le seuil, n'écoutant pas leurs paroles, mais plutôt leur intonation, la saveur fragile du soupçon, la douce satisfaction d'avoir raison. La nature humaine, pensait-elle, restait remarquablement constante d'une tragédie à l'autre. Une fois les invités partis, Cradock la rejoignit près du feu. « On a retrouvé le portefeuille du commis », dit-il d'un ton sombre. « Caché dans la cave du manoir. Il ne manque plus qu'une enveloppe. Et qu'y avait-il dedans ? Il hésite. Nous ne pouvons en être certains, mais il y a une trace de cire à cacheter et une empreinte déchirée des armoiries des Greaves. » Les aiguilles de Miss Marple claquent doucement. « Étrange, » murmura-t-elle. « Tant de documents qui changent de main, chacun censé garantir la vérité, et pourtant, il ne semble faire que multiplier les mensonges. » Cradock lui lança un regard millimétré. « Tu as déjà pris ta décision, n'est-ce pas ? » « Oh non, pas question. On ne peut jamais le savoir tant que les pièces du puzzle bougent. Mais c'est curieux, n'est-ce pas, que le bouton, le parchemin et le papier manquant appartiennent tous à des gens qui prétendent n'avoir rien à cacher. » Ce soir-là, elle rend de nouveau visite à Alice Greaves, sous prétexte de lui rendre un châle emprunté. La jeune fille ouvrit elle-même la porte, les yeux cernés de fatigue. Le hall semblait plus froid qu'avant que la cheminée ne soit allumée, comme si la chaleur elle-même était indésirable. « Je crains que vous n'ayez passé une journée éprouvante, » commença gentiment Miss Marple. « Ce n'est rien. L'inspecteur Cradock a été très consciencieux, j'en suis sûr. Pourtant, parfois, la conscience d'une femme peut se montrer encore plus efficace. » La main d'Alice trembla légèrement lorsqu'elle prit le châle. « Que sous-entendez-vous ? Seule cette perte peut prendre bien des formes, » dit doucement Miss Marple. « Certaines portent le deuil, d'autres le silence. » La jeune fille déglutit difficilement. « Tu crois que je mens ? » « Je pense, » dit Miss Marple, « que vous avez peur non pas de ce qui s'est passé, mais de ce qu'on pourrait dire à ce sujet. » Alice perdit tout son sang-froid. Elle se détourna, les mains sur le visage. « Ça ne devait pas se terminer comme ça, » murmura-t-elle. « Il avait promis que ce serait simple. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Lui ?» Mais la question restait sans réponse. Des pas lourds et délibérés, trop lourds pour être ceux d'une servante, résonnèrent dans le couloir. La jeune fille se redressa aussitôt, toute trace d'émotion s'évanouissant sous un masque de calme. « Vous devez partir maintenant, Miss Marple, je vous en prie. » La porte s'ouvrit derrière elle, révélant le colonel Hastings, le visage impassible, le ton courtois mais définitif. « Mademoiselle Marple, je crois que ma cousine a besoin de repos. » Tout cela a été plutôt pénible. « En effet, » dit doucement Miss Marple, « la détresse révèle souvent le caractère. » Il inclina la tête. « J'espère donc que la mienne restera respectable. » Alors qu'elle revenait dans la nuit, la porte se referma avec un claquement doux mais définitif. Dehors, l'air était plus froid, la lune se levant pâle au-dessus des cheminées du manoir. Miss Marple s'arrêta devant le portail, le bouton d'argent toujours dans sa poche, et songea à la facilité avec laquelle on pouvait porter des masques au clair de lune, à la façon dont la dignité pouvait dissimuler le désespoir aussi habilement que la pierre recouverte de lierre. Au loin, l'horloge du presbytère se mit à sonner, son ton légèrement décalé, comme si elle se trompait dans le compte des heures. Et dans cette faible dissonance,
Elle sentit l'équilibre du village se rompre, une vérité tranquille sur le point d'être bouleversée. La lune avait grimpé plus haut, blanchissant la route comme une bande d'os, lorsque Miss Marple arriva au virage près du presbytère. Quelque part au-delà des arbres, une chouette ulula une fois, d'un cri perçant, puis se tut. Elle s'arrêta, n'écoutant pas le ululement, mais le silence qui suivit, car le silence n'était jamais vide à St. Mary Mead. Il avait une texture, une direction, et ce soir-là, il semblait pointer sans équivoque vers Mistletoe Hall. Au matin, le silence fut rompu. La nouvelle se répandit plus vite que le facteur disparut. Sa femme de chambre, arrivée à l'aube, trouva son lit défait, son manteau disparu et une simple bougie consumée jusqu'à son support en verre sur la coiffeuse. Le parfum de lavande imprégnait encore la pièce, masquant une légère âpreté, peut-être due à la fumée de la bougie, peut-être à la peur. L'inspecteur Craddock se tenait dans le hall du manoir, examinant la scène d'un air sombre. Disparu entre minuit et 3 heures. Aucun mot, aucune trace de lutte. Si elle se cache, elle a bien choisi son refuge. Ou bien quelqu'un l'a choisi pour elle, murmura Miss Marple. Il leva brusquement les yeux. Tu crois qu'elle a été enlevée? Je pense, inspecteur, que les disparitions sont rarement volontaires lorsqu'elles surviennent à un moment si opportun pour les autres. Ils traversèrent ensemble la grande maison. Les couloirs résonnent faiblement. Dans la chambre de Lady Greaves, le miroir était à moitié recouvert d'un foulard de dentelle, comme par pudeur envers les morts. Sur la cheminée, la photographie de Lady Greaves et du colonel Hastings était toujours là, mais le verre était désormais fêlé, une fine fissure traversant les 2 faces. Craddock l'a remarqué aussi. Ce n'était pas comme ça hier. La voix de Miss Marple était douce. Le verre se brise rarement sans raison. Parfois, inspecteur, il ne fait que refléter une fracture plus profonde. Un bruissement derrière eux les fit se retourner. Le major se tenait sur le seuil, son chapeau à la main, le teint plus pâle que d'habitude. « Vous êtes au courant, j'imagine ? C'est terrible. La jeune fille a disparu. Hastings est hors de lui. »« Ah bon ?» demanda Craddock d'un ton détaché. « Oui, oui. Je suis arrivé chez moi avant l'aube et j'ai voulu emprunter une voiture. Il a dit qu'il allait explorer les chemins lui-même. Je lui ai dit de vous attendre, mais vous savez bien que les hommes comme lui ne tiennent pas en place. » Miss Marple le regarda en silence. « Et où étiez-vous, Major, entre minuit et 3 heures ?» Il cligna des yeux. Chez lui, évidemment. En train de lire. Impossible de dormir ces temps-ci, le stress, vous savez. J'ai entendu quelque chose, un bruit de moteur de voiture, faible, venant de la crête. J'ai supposé que c'étaient les hommes de Craddock. « Non », a déclaré l'inspecteur. Un instant, tous 3 restèrent là, la lumière hivernale filtrant à travers les rideaux de dentelle. Miss Marple sentit le rythme de l'enquête se modifier à nouveau, une absence en remplaçant une autre, un silence en masquant un autre, plus profond encore. C'était ainsi que vont les choses humaines. Les gens disparaissaient peu à peu, bien avant de disparaître complètement. En milieu d'après-midi, les recherches s'étaient étendues. Les villageois ratissaient les bois au-delà de la crête, leurs bottes noircies par la boue, leurs voix résonnant par bribes anxieuses. Au presbytère, Madame Bantry offrit le thé aux secouristes, parlant d'une voix à la fois vive et fragile, comme si elle se défendait contre la peur. Pendant ce temps, Miss Marple s'attardait près du chemin où le corps avait été découvert. Le gel n'avait pas encore complètement fondu, de faibles traces persistaient sur la haie. Quelque chose attira son attention, un fin croissant imprimé dans la terre, au bord du chemin. Pas une chaussure, pas tout à fait. Elle s'agenouilla, s'appuyant contre la haie. La marque était fine, incurvée et parfaitement symétrique, comme celle d'un fermoir de sac à main ou d'un étui. Elle prit une lente inspiration. Les femmes ne disparaissent pas sans faire leur valise.
Inspecteur, dit-elle lorsque Craddock s'approcha d'elle. Pourtant, aucun bagage n'a été déclaré disparu. Il fronça les sourcils. Tu crois qu'elle a apporté quelque chose avec elle? Peut-être quelque chose qu'elle n'était pas censée garder. L'air sembla se charger d'électricité statique. Au-dessus d'eux, un nuage passe devant le soleil, tamisant la lumière. La radio de Craddock crépita soudain, vit. La voix du gendarme, urgente et incertaine. Une voiture avait été retrouvée abandonnée près de la carrière, à demi dissimulée par des fougères. À l'intérieur, un manteau de dame et une enveloppe déchirée portant les armoiries des Greaves. Aucune trace d'Alice. Craddock jura à voix basse. Ça commence à paraître pire que je ne le craignais. La réponse de Miss Marple fut discrète. Oh non, inspecteur. Cela commence à ressembler exactement à ce que quelqu'un avait prévu. Ils se rendirent en voiture à la carrière, alors que le crépuscule se fondait dans les arbres. La voiture attendait au bord, son capot saupoudré de givre. L'enveloppe était posée sur le siège, ouverte, vide. Un léger parfum de lavande, à nouveau, flottait dans les sièges, une odeur caractéristique et délibérée. Miss Marple se pencha, remarquant la découpe nette le long du pli du papier. « Ce n'est pas déchiré, dit-elle. C'est coupé au ciseau, très proprement. Quelqu'un voulait donner l'impression que c'était fait à la hâte. » Craddock se tourna vers elle. « Vous voulez dire qu'elle a tout mis en scène? Ou alors quelqu'un a tout manigancé pour elle? Dans ce village, inspecteur, la vérité prend toujours l'écriture d'un autre. » La nuit est tombée lorsqu'ils revinrent à St. Mary Mead. Un brouillard épais enveloppait les ruelles, estompant les contours. Le manoir se dressait sombre à l'horizon, ses fenêtres éteintes. Pourtant, en jetant un dernier regard en arrière, Miss Marple aperçut une faible lueur bleutée et pulsante provenant de l'aile ouest, réputée inutilisée. Son cœur s'emballa, mais son expression demeura sereine. Clair de lune, vérité et mensonge, tout scintillait derrière la vitre. Le schéma n'était pas encore clair, mais sa mélodie commençait à se faire entendre. La lumière dans l'aile ouest demeura stable quelques instants, comme un léger battement de cœur derrière la pierre. Miss Marple se tenait devant le portail de son jardin, la brume fraîche lui enveloppant les chevilles, jusqu'à ce qu'elle vacille une fois puis disparaisse. Ce n'est qu'alors qu'elle se détourna, l'air pensif plutôt qu'alarmé. Dans les maisons vides, les lumières étaient rarement aussi spontanées qu'elles le paraissaient. Elles étaient souvent des messages déguisés. Au matin, la brume s'était dissipée, mais l'inquiétude persistait. Les villageois parlèrent de la jeune fille disparue et de la voiture retrouvée avec une anxiété calculée, comme s'ils mettaient leur peur à l'épreuve devant un public compatissant. On disait que le colonel Hastings s'était enfermé chez lui, prétextant l'épuisement le major, quant à lui, arpentait les chemins d'une allure exagérément vive, saluant tous ceux qu'il croisait avec un enthousiasme un peu trop appuyé. Miss Marple, pour sa part, ne fait aucune déclaration. Elle rendait des visites qui semblaient amicales, mais qui n'en étaient rien. Au presbytère, elle déposa des chrysanthèmes pour Madame Clement, qui lui confia aussitôt que Madame Price Ridley avait aperçu un homme près du manoir, après minuit. Chez l'épicier, elle s'attarda juste assez longtemps pour entendre que l'écriture d'Alice avait été retrouvée sur l'enveloppe disparue. Et à la poste, elle acheta 2 timbres dont elle n'avait pas besoin, uniquement pour observer l'expression de Miss Hartnell lorsque le sujet du passé du major dans la marine serait abordé. La peur prenait bien des visages à St. Mary Mead, mais la culpabilité ne connaissait qu'un seul silence, là où il ne fallait pas. Cet après-midi-là, elle envoya un mot à l'inspecteur Craddock, poli, sans hâte et d'une simplicité trompeuse, l'invitant à prendre le thé à 4h30. « Il existe certains parallèles domestiques, » écrivait-elle, « qui peuvent nous aider à comprendre. » À son arrivée, ponctuelle et sceptique, elle le conduisit non pas au salon, mais à la petite véranda où les roses d'hiver s'appuyaient,
contre la vitre. Sur la table reposent 3 objets. Le bouton d'argent, le parchemin déchiré et une petite figurine en porcelaine représentant une bergère discrètement empruntée à Mistletoe Hall. Craddock observa la scène avec un amusement prudent. « Vous nous tendez un piège, Miss Marple. »« Pas tout à fait. Simplement une invitation. La vérité, comme la compagnie, accepte rarement de refuser une tasse de thé. » Elle expliqua, avec sa douce logique habituelle, qu'elle avait invité le colonel Hastings et le major à la même heure, soi-disant pour discuter des préparatifs du bazar reporté. Ils arriveront à quelques minutes d'intervalle. J'imagine qu'aucun des deux ne s'attend à voir l'autre. Craddock fronça les sourcils. « Et vous croyez que l'un d'eux va avouer ?»« Avoue est un mot si indélicat, inspecteur. Je souhaite simplement observer lequel d'entre eux préfère la compagnie des mensonges. » On frappe à la porte à la demi-heure précise. Le commandant entra le premier, les joues rouges de froid, suivi presque aussitôt par le colonel Hastings, les yeux cernés par le manque de sommeil. Ils marquèrent une pause, surpris de se trouver là, puis reprirent dans leurs esprits avec la fragilité désarmante de 2 hommes qui ont déjà partagé trop de secrets. Miss Marple sert le thé. Le petit rituel consistant à verser, remuer et passer les tasses emplit l'air d'un calme trompeur. Elle parla de fleurs, du bazar, de la difficulté de maintenir l'ordre au sein des comités. Peu à peu, la tension se dissipa jusqu'à ce qu'elle soulève la figurine de porcelaine et la dépose délicatement entre elles. « C'est un joli objet, » dit-elle. « Je l'ai trouvé tourné vers le mur dans le bureau de Lady Greaves, comme s'il en avait vu plus qu'il n'aurait dû. » Aucun des 2 hommes ne prit la parole. Le regard de Craddock oscillait entre eux, mais Miss Marple poursuivit d'un ton aimable, étrange. « N'est-ce pas ? On croit que les objets sont immobiles, mais ils conservent leur posture en se souvenant des mains qui les ont touchés en dernier. » Le commandant se remua sur sa chaise. « Vraiment, Mademoiselle Marple, je ne sais pas. » Mais Hastings l'interrompit doucement, les yeux rivés sur la figurine. « Elle les collectionnait, » dit-il. Chacune était placée exactement où elle le souhaitait. Malheur aux domestiques qui les déplaçaient. Il y avait quelque chose de creux dans sa voix, comme une pointe de regret. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Puis, peut-être que celui-ci se tourna contre le mur en signe de protestation. Un ordre aussi artificiel a tendance à provoquer la rébellion, n'est-ce pas? Le colonel serra sa tasse de thé dans ses mains. Un léger cliquetis de porcelaine trahit le tremblement qu'il ne pouvait plus contenir. Lady Greaves, dit-il lentement, n'était pas une femme facile à servir, ni à refuser. Le major leva brusquement les yeux, mais leur regard fut bref et intense, comme une étincelle avant l'aube. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « J'ai parfois pensé, dit-elle, que la bonté n'est pas l'absence de cruauté, mais la manière de la dissimuler. » Le silence retombe. Puis, d'un geste délibéré, elle déposa le bouton d'argent sur la table, à côté de la figurine. Son éclat attira leur regard. « On pourrait perdre une chose pareille à bien des endroits, » murmura-t-elle. « Dans un jardin, près d'une fontaine, ou au bord d'une route où un homme agonisait. » Craddock se leva, mais elle fit signe d'attendre. Hastings prend la parole la première, d'une voix à peine audible. « Ce bouton n'est pas à moi. »« Non, » répondit Miss Marple. « Il appartenait à votre ami. » Les mots planent, calmes et mortels, entre eux. Le major retint son souffle. Son regard se porta sur le colonel, puis se détourna. Miss Marple esquissa un sourire, d'une voix douce comme une berceuse. « Messieurs, on laisse tomber des bribes de soi-même. Le plus difficile est de reconnaître ce qui se rapproche le plus de la vérité. » Elle se mit à verser une autre tasse de thé, ses gestes sereins. Mais son esprit était déjà ailleurs, dans l'aile ouest, devant le miroir brisé et la faible lueur bleue derrière la fenêtre qui avait disparu trop tôt.
La théière laissa échapper un léger soupir lorsque Miss Marple la posa, et ce son sembla dissiper le dernier voile de calme qui planait sur la pièce. Les mains du major, crispées sur ses genoux, trahissaient un léger malaise, tandis que le colonel Hastings restait immobile, son profil se détachant nettement sur la lumière de la lampe. Cradock, qui avait appris la sagesse du silence en compagnie de Miss Marple, se contenta d'attendre. C'est elle qui rompit le silence, d'une voix aussi douce que le tic-tac de l'horloge derrière elle. On oublie parfois combien il est facile de confondre bonne et mauvaise action. Quelle gêne pour la conscience. Le commandant s'éclaircit la gorge. Si vous comptez m'accuser, mademoiselle Marple, je préférerais que vous parliez franchement. Oh, mais je n'accuse jamais, dit-elle doucement. J'observe seulement comment les gens réagissent lorsqu'ils entendent des choses qu'ils savent déjà. Un long silence s'installa. Puis Hastings se leva brusquement. C'est absurde. Vous transformez une tragédie en ragot. Peut-être, dit Miss Marple. Mais les commérages, colonel, ont cette curieuse habitude de pointer dans la direction que chacun préfère ignorer. Il la fixa longuement avant de partir sans un mot de plus. Le major suivit après un bref silence gêné, marmonnant quelque chose à propos de lanternes et de l'heure tardive. Lorsque la porte se referma, Cradock se tourna vers elle. « Tu penses que l'un d'eux a tué Lacey ?» dit-il d'une voix calme. Ce n'était pas une question. « Je crois, répondit-elle, qu'aucun des deux ne dit toute la vérité. Et entre leur silence se cache une jeune femme apeurée qui en sait trop ou pas assez. » Elle entr'ouvre le rideau. Dehors, le crépuscule s'épaississait, teintant le ciel d'une couleur d'étain. Sur la pelouse, les lampes du presbytère vacillaient une à une. Le monde retrouvait son apparence d'ordre, comme toujours, et c'est précisément ce que Miss Marple reflétait qui rendait les villages si dangereux. Ils lustrent leur façade au point qu'on en oublierait presque ce qui se cachait dessous. Cette nuit-là, tandis que les autres s'endorment d'un sommeil agité, elle reprend le chemin de Mistletoe Hall. Le givre était revenu, vif et faiblement lumineux sous la lune. Chaque pas résonnait comme du verre fin qui se brise. Arrivée au portail, elle s'arrêta, ses yeux capturant une fois encore le faible éclat de lumière provenant de la fenêtre de l'aile ouest. Cette fois, il ne disparut pas. Elle s'approcha lentement, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. La porte du couloir de service était entr'ouverte. À l'intérieur, une odeur de cire et de pierre humide flottait dans l'air. La lumière provenait d'une simple lampe posée sur une table d'appoint dans ce qui avait été autrefois le salon de musique. Sa lueur révélait une silhouette assise près de l'âtre Alice Greaves. Ses cheveux étaient tout défaits, sa robe tachée par le voyage, mais elle ne semblait ni effrayée ni surprise. « Je me demandais quand tu viendras, » dit-elle doucement. « On s'interroge rarement sur moi, » répondit Miss Marple en prenant place sur la chaise en face. « On me considère trop ennuyeuse pour apparaître au moment décisif. » Alice esquissa un sourire faible et sans joie. Les choses ne devaient pas se passer ainsi. Il avait promis que les documents seraient détruits. Je crus qu'elle s'était arrêtée, les mains crispées sur ses genoux. Miss Marple laissa le silence s'installer entre elles. « Les hommes font parfois de telles promesses, » dit-elle finalement. « Mais les promesses faites dans le désespoir ne tiennent pas longtemps. » Alice fixait le feu. Lady Greaves avait modifié son testament la veille de sa mort. Le nouveau le déshérite complètement. Lacey avait apporté le codicille comme preuve. Mais elle avait dit autre chose au colonel. Elle aimait garder le contrôle, même depuis sa tombe. « Et vous ?» demanda doucement Miss Marple. « J'ai seulement essayé de maintenir la paix. Quand Lacey est arrivé, il a exigé de l'argent pour se taire. Le colonel a refusé. Il y a eu une dispute, je les ai laissés près de la fontaine. À mon retour, sa voix s'est brisée. Il était allongé là. Péché, je n'avais pas l'intention d'y toucher, mais je devais m'assurer qu'il l'était. Le bruit de pas interrompt ses aveux.
Craddock apparut sur le seuil, le visage grave, suivi de 2 agents. « Mademoiselle Greaves, dit-il, nous aurons besoin que vous nous accompagniez. » Miss Marple se leva lentement. « Ne soyez pas trop dur, inspecteur. La vérité arrive rarement toute parée. Il faut l'amener à revêtir sa tenue. » Alors qu'ils emmenaient Alice, elle se retourna une fois, les yeux grands ouverts et suppliant. « Je ne l'ai pas tué. Je voulais seulement que ça cesse. » Une fois partie, Miss Marple resta encore un moment près du feu. Sur la cheminée, à côté de la photographie craquelée, la figurine de la bergère se redressa, nettoyée, dépoussiérée, remise à sa place. Pourtant, quelque chose dans son expression, la légère inclinaison de sa tête, semblait altérée, comme si elle avait entendu trop de confessions. Dehors, le vent agitait le lierre le long du mur. Au loin, un moteur de voiture démarre, hésite, puis s'éteint dans la nuit. Miss Marple resserra son crâne. Le village dormait plus tranquille maintenant qu'une personne respectable avait été arrêtée. Après tout, la respectabilité était le plus beau des déguisements. La nuit retomba dans le silence, tandis que la voiture des agents disparaissait au bout de l'allée, emportant Alice Greaves vers le commissariat. Miss Marple s'attarda sous l'arche de Mistletoe Hall, son souffle traçant de faibles spirales dans le froid. Les fenêtres, au-dessus, étaient de nouveau plongées dans l'obscurité, mais la faible lueur de la lampe éteinte persistait dans ses pensées. Les villageois, songea-t-elle, aiment que leur fin soit nette, mais la vérité, comme le lierre, a cette façon de s'insinuer dans les fissures, même après que la façade ait été nettoyée de fond en comble. L'inspecteur Craddock sortit par la porte latérale, son chapeau à la main. « Nous allons devoir la retenir, je le crains. Son histoire est trop facile. » « Oui, » dit doucement Miss Marple, « la facilité est souvent l'ennemi de la vérité. Elle arrange tout si bien qu'on en oublie de se demander si c'est réel. » Craddock fronça les sourcils. « Tu ne crois toujours pas qu'elle l'ait fait ?»« Je crois, » dit-elle, « que les coupables tremblent rarement pour leur propre faute. La pauvre Alice, elle, tremble pour quelqu'un d'autre. » Ils descendirent ensemble le chemin gelé, le crissement des graviers couvrant leurs paroles. Au-delà de la crête, les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel d'une couleur pâle et incolore, comme un souvenir qui renaît. Arrivée au portail, Miss Marple s'arrêta, son regard se posant sur la fontaine. L'eau y avait gelé pendant la nuit, emprisonnant la mousse et les pièces de monnaie sous une surface parfaitement lisse. Dans la pénombre, elle reflétait la silhouette du manoir, intacte, immaculée et pourtant d'une illusion parfaite. « Les apparences sont bien trompeuses, » murmura-t-elle. « Elles se figent exactement là où on le souhaite. » Craddock la regarda avec curiosité. « Vous voulez dire que l'histoire est figée de manière erronée ? Peut-être à moitié vrai. Il y a une différence entre le calme et la paix, inspecteur. » Le lendemain, le soleil, pâle mais implacable, faisait ressortir les contours du village. Chez l'épicier, Madame Bantry déplorait le sort tragique de cette pauvre fille, tandis que Madame Price Ridley remarquait, non sans une certaine satisfaction, que certaines femmes étaient trop jolies pour être innocentes. L'air vibrait d'une certitude moralisatrice. Miss Marple, assise près du feu du presbytère, tricotait tranquillement, laissant les conversations s'évaporer comme la fumée. En milieu d'après-midi, Craddock revint la voir, le visage grave. « Nous avons terminé les recherches. Rien dans sa chambre, rien dans la voiture. Mais le rapport du médecin légiste est arrivé. L'asset a été abattu à bout portant. Les traces de poudre le prouvent. L'arme est toujours introuvable, bien sûr. »« Ah !» dit-elle, « les armes et les secrets ont ce don de disparaître jusqu'à ce que quelqu'un cesse de les chercher. » Il soupira. « Je suppose que vous voulez dire que je devrais continuer à chercher. Ce serait judicieux. » Quand il partit, elle resta longtemps immobile.
La laine sur ses genoux s'était emmêlée en un nœud complexe, un enchevêtrement inextricable qu'aucun effort ne parvenait à démêler. Elle esquissa un sourire. « Trop humain », murmura-t-elle, et elle commença à défaire lentement le nœud, fil après fil. Ce soir-là, le village se préparait pour le bazar reporté. La vie, fidèle à ses habitudes, reprenait son cours. Le vicaire répétait son discours d'ouverture et le major s'affairait avec les lanternes, tout en évitant le regard du colonel. La respectabilité avait repris ses marques, mais Miss Marple sentait bien que le tissu moral se tendait sous cette façade. Elle arriva en avance, observant sans que cela paraisse. La table de la tombola brillait sous sa nappe de dentelle et les gâteaux étaient bien présentés avec une modestie étudiée. Près de la porte, le colonel Hastings se tenait seul, une silhouette empreinte de retenue militaire, mais sa posture avait perdu toute symétrie. Miss Marple s'approcha de lui, son sourire chaleureux, ses yeux pétillants d'une lueur plus vive. « Quel plaisir de revenir parmi nous, colonel. On déteste tant les affaires inachevées. » Il inclina la tête avec raideur. « L'inspecteur Craddock pense que l'affaire est réglée. Et toi? Je pense que mademoiselle Greaves sera bientôt innocentée. Ce n'est pas son genre. Pas du genre à faire quoi? À tuer un colonel ou à être loyal? » La question, posée sur un ton désinvolte, avait l'impact d'un verdict. La mâchoire d'Hastings se crispa. Son regard se porta furtivement vers le fond de la salle, où le major ajustait une rangée de bougies. Miss Marple suivit son regard. Ah oui, quelle symétrie parfaite! Mais la symétrie, dans la vie comme en décoration, peut parfois masquer ce qui manque. Quelques instants plus tard, alors que la voix du vicaire appelait l'assemblée au silence, une des bougies s'éteignit, laissant s'échapper une fine colonne de fumée. Le major, décontenancé, chercha une boîte d'allumettes et dans ce geste, un petit objet lui glissa de la poche et tomba avec un bruit métallique sur le sol. C'était le deuxième bouton d'argent, dont la gravure brillait sur le lino. La foule murmura sans se douter de rien. Mais Hastings reste immobile. Craddock, arrivant à ce moment précis, se baissa pour le ramasser, le front plissé. La voix de Miss Marple, lorsqu'elle parlait, n'était guère plus qu'un murmure. Voici le pendant. Les boutons, comme les secrets, se perdent généralement par paires. Le commandant tenta de rire, mais un rire lui resta coincé dans la gorge. « Bon sang, ce n'était qu'une coïncidence, rien de plus. » « En effet, » dit Miss Marple, « et les coïncidences, je trouve, ne sont que des vérités déguisées. » Leurs regards se croisèrent, et une compréhension tacite s'établit entre eux. Pourtant, elle n'insista pas. Pas encore. La musique du bazar avait commencé, et dans la lueur des bougies et les applaudissements polis, le masque du village retomba. Miss Marple se tenait silencieusement à l'écart, le regard perdu. Elle pensait à la fontaine gelée, à la photographie brisée et au léger parfum de lavande, qui persistait là où Alice Greaves avait avoué le crime d'autrui. Quelque part dans le couloir, l'horloge se mit à sonner, mais il lui manqua une note. Le son vacilla, incertain, comme la conscience d'un homme qui croyait avoir mal agi pour une bonne raison. Le dernier carillon s'éteint dans un murmure indistinct, sa dernière vibration noyée dans le brouhaha des conversations polies. Le bazar continuait de fonctionner, bien qu'un changement invisible se soit opéré sous son vernis. Miss Marple restait immobile près de la table de la tombola, les mains soigneusement serrées autour de son sac à main. Le rire du major, forcé et trop fort, résonna maladroitement dans le hall, avant de s'éteindre. Le colonel Hastings s'était dirigé vers la porte, le visage pâle, le regard fixé sur le bouton qui reposait maintenant dans la paume de Craddock. Dehors, le vent agitait les bannières suspendues entre les ormes. Elle frémissait avec la même nervosité que Miss Marple ressentait dans la pièce un tremblement avant que la poussière ne retombe.
Elle ne parla pas avant que le tirage au sort ne soit annoncé et que la foule ne commence à se mettre en mouvement. Alors, d'un léger mouvement de tête, elle s'adressa à l'inspecteur. « Peut-être, dit-elle doucement, pourrions-nous prendre un peu d'air? Je trouve que la vérité, comme le thé, infuse mieux une fois éloignée de la vapeur. » Cradock comprit aussitôt. Ils s'enfoncèrent dans la nuit fraîche, le major les suivant à contre-cœur, protestant encore avec la politesse désemparée d'un homme dont la dignité commençait à s'effriter. Hastings traînait derrière, le visage fermé et las. Les lampes qui bordèrent le chemin projetaient leurs reflets jaunes de façon irrégulière sur l'herbe. Miss Marple s'arrêta près du muret de pierre qui bordait le jardin du presbytère. « Vous avez laissé tomber quelque chose, Major ?» dit-elle d'un ton toujours aussi doux. « Je te l'avais dit, ce n'est rien. Un vieux bouton. Il s'est détaché de mon manteau il y a des années. On en retrouve toujours un qui traîne dans les poches. »« Ah, dit-elle, comme c'est curieux. Parce que l'autre a été retrouvé dans la fontaine de Mistletoe Hall. Un sacré bout de chemin pour un vieux manteau. Vous ne trouvez pas ?» Il rougit, son teint rougeaud s'intensifiant sous la lueur de la lanterne. « Une coïncidence, rien de plus. »« Coïncidence, » murmura Miss Marple, est un mot que les gens utilisent lorsqu'ils n'aiment pas le cours de la vérité. Cradock tenait le bouton entre ses doigts. « On a trouvé des traces d'huile pour armes sur le filetage. Vous avez servi dans la marine, Major. Vous reconnaîtriez la sensation d'une détente même en dormant. » Le Major ouvrit la bouche, puis la referma. La voix d'Hastings déchira le silence, d'un ton déterminé. « Laissez tomber, vieil homme. » La phrase planait là, douce mais fatale. Le regard de Cradock se tourna vers lui. « Tu savais ?» Hastings hocha lentement la tête. « Je m'en doutais. Mais le soupçon n'est pas une preuve, et la loyauté, c'est une habitude qu'on ne perd pas facilement. » Miss Marple le regarda avec la légère tristesse de quelqu'un qui avait déjà vu ce schéma se répéter trop souvent. « On confond souvent loyauté et amour, colonel, et l'amour du devoir. L'un comme l'autre peuvent tuer avec une certaine efficacité, surtout en uniforme. » Le major inspira profondément, sa défiance cédant la place à la résignation. Cela n'aurait pas dû se produire. Lacey était venu extorquer de l'argent et menaçait de révéler des affaires du passé. Je l'ai confronté près de la haie. Il est devenu violent. Un coup de feu est parti. Et après ? Le ton de Cradock était égal, mais l'autorité tranquille qui s'en dégageait dissipait toute prétention. « J'ai paniqué, » a admis le commandant. « J'ai traîné le corps plus près de la route pour faire croire à un vol. J'ai laissé tomber le gant sans m'en rendre compte. Hastings a aidé, ne vous en faites pas, il n'a pas tiré. Il a seulement aidé à nettoyer les lieux. »« Ranger, » répéta Miss Marple, comme pour savourer le mot. « Oui, je suppose qu'il faut ranger quand la mort s'invite. Mais pourquoi impliquer Miss Greaves ?» Le regard du major s'est voilé et pour la première fois, sa voix a tremblé. Elle a trouvé le codicille. Elle est venue me voir, effrayée, disant que sa tante avait été manipulée, que Lady Greaves avait voulu léguer le manoir à une œuvre de charité. J'ai pensé que le détruire épargnerait à tous le scandale. Lacey l'a appris. Eh bien, Chantage est une bête qui se nourrit de la moindre miette de honte. Cradock expira lentement. « Tu te rends compte de ce que tu viens d'avouer ?»« Oui, » dit le major. « J'imagine que le magistrat le confirmera. Mais je tiens à préciser qu'elle n'y était pour rien. Mademoiselle Greaves n'y était pour rien. Elle essayait de protéger l'honneur de sa tante. Moi, j'essayais de protéger le mien. » Un instant, le silence s'installa. Le vent portait la musique lointaine du bazar, la voix du vicaire appelant les fidèles, quelques applaudissements polis épars. La vie reprenait son cours. Miss Marple regarda au loin le hall, éclairé par la lune. « N'est-ce pas étonnant? N'est-ce pas,
Comment le désir de protéger un nom peut anéantir toute décence qui le sous-tend? Lady Greaves tenait aux apparences, dites-vous, comme il est logique que même son héritage exige le même déguisement. Le major inclina la tête. Hastings posa brièvement la main sur son épaule, un geste moins réconfortant que d'adieu. Craddock fit signe aux gendarmes qui attendaient près du portail. Le bruit des pas s'éloigna dans l'allée, se fondant dans le silence. Miss Marple et le colonel restèrent près du mur. Il fut le premier à parler. « Vous me prenez pour un lâche. Je crois que vous êtes humain, » dit-elle doucement. « Et l'humanité, colonel, est bien moins noble que nous aimons l'imaginer. » Il laissa échapper un petit rire amer. « Je me disais que je le sauvais de la prison, du déshonneur. En réalité, je me suis sauvé moi-même de la solitude. On finit par se lasser d'être le dernier de son espèce. » Son regard s'adoucit. Les derniers d'une espèce doivent apprendre à vivre avec leurs fantômes. Un silence s'installa entre eux. Quelque part au-delà de la crête, une horloge d'église sonna minuit. Son ton juste cette fois, ferme et définitif. Hastings se redressa, sa silhouette se détachant sur la faible lueur du hall. « Elle sera donc libérée. »« Oui, » dit Miss Marple. « Elle n'héritera de rien d'autre que de la paix, qui est souvent plus précieuse que les biens matériels. » Il hocha lentement la tête. « Et vous, Miss Marple, comment faites-vous pour supporter tant de laideur et rester si bienveillante ?» Elle esquissa un sourire. « Car la laideur, colonel, n'est que l'honnêteté sans fioriture. Il faut apprendre à la considérer comme on considère une porcelaine ébréchée regrettable, certes, mais encore capable de contenir du thé. » Lorsqu'il est parti, elle s'attarda encore un instant, observant le givre recouvrir le chemin. Le manoir restait silencieux, ses fenêtres de nouveau obscures, ses histoires soigneusement rangées sous son toit. La respectabilité était rétablie. Pourtant, Miss Marple savait que cette paix ne durerait pas. Ailleurs, un autre rideau s'agitait, une autre petite tromperie fleurissait sous le poids des bonnes manières. Alors qu'elle se retournait pour rentrer chez elle, un flocon de neige solitaire flottait dans l'air, captant les derniers rayons de la lune. Il se déposa sur sa manche et fondit instantanément une chose éphémère, trop fragile pour être préservée, trop réelle pour être niée.